Écoutez, mesdames, messieurs, je salue chacune et chacun d'entre vous. Je salue le président de la mutuelle et du fonds. Je salue le directeur, toute l'équipe. Je salue les parlementaires qui sont présents, qui vont d'ailleurs, dans la table ronde qui va suivre, me rejoindre. Je salue chacune et chacun d'entre vous. Je remercie le fonds et le club Handicap et Société pour l'initiative qu'ils ont prise de faire porter un colloque sur un sujet qui, de surcroît, aujourd'hui est d'actualité, puisque la société française discute de la question de son adaptation au vieillissement. Alors, vous avez vu sur le programme, la première séquence va consister pour moi à vous présenter les grandes lignes du rapport que j'ai remis au gouvernement à la fin de l'année dernière. Et puis, ensuite, il y aura une table ronde. Ce matin ont été évoquées les attentes, les besoins. Jean, c'est ça. Et cet après-midi, on abordera davantage les réponses. Bon, je ferai une brève synthèse, et puis ensuite, et c'est important, on sera rejoint par la ministre, Madame Neuville. Alors, le rapport. C'est Madame Carlotti qui a pris l'initiative de ce travail. J'arrivais au terme de mon mandat de président du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Je salue d'ailleurs sa présidente actuelle, Madame Carillon-Couvreur. Et Madame Carlotti m'a dit, selon vous, quels sont les chantiers qui ont été insuffisamment explorés? Et tout à fait naturellement et spontanément, je lui ai dit, c'est la question du vieillissement. Le vieillissement, jusque-là, on ne l'a pas à proprement parler abordé, et on n'a pas pris de dispositions qui permettent de faire progresser la situation. Donc, elle a décidé de constituer un groupe de travail et elle a décidé de m'en confier l'animation. Ce qui est très important, c'est que très vite, Madame Delaunay, qui à l'époque était ministre déléguée en charge des personnes âgées, s'est associée à la démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les pouvoirs publics, pour le gouvernement, l'avancée en âge de la personne handicapée présente des spécificités, mais que ces spécificités sont intégrées dans une politique d'ensemble qui est celle de l'avancée en âge de l'ensemble de la population. Ça, je vous invite à être attentif là-dessus, c'est très important. Ça peut même être un sujet de discussion entre nous quand on aura des échanges éventuellement. C'est très important cette question-là et j'y reviendrai à plusieurs reprises dans mon propos. Alors ce groupe, il était composé d'une 50aine de personnes, des représentants d'associations, d'organismes gestionnaires, des représentants des collectivités locales, des spécialistes. Ce matin, vous avez entendu Jean-Pierre Aquino, avec lequel d'ailleurs j'avais travaillé comme inspecteur général des affaires sociales à la demande de Madame Delaunay, mais sur la problématique de l'ensemble du vieillissement. Et puis, les représentants des caisses, etc. Donc c'était un groupe véritablement représentatif de l'ensemble des acteurs de la société concernés par la problématique de l'avancée en âge des personnes handicapées. On a travaillé en deux temps. Dans un premier temps, on a organisé une bonne dizaine de journées de réflexion. Donc on a fait un travail national, global. On a dégagé un certain nombre d'analyses, on a dégagé un certain nombre de préconisations, mais j'ai tenu à ce que, dans un deuxième temps, on aille sur le terrain pour mettre à l'épreuve des réalités du terrain nos analyses et nos conclusions. Et on est allé sur une douzaine de sites sur le terrain, ce qui fait qu'aujourd'hui, le rapport se compose de 3 tomes. Vous ne pouvez pas ne pas lire le premier. Si vous ne le lisez pas, vous êtes en faute. Alors, le tome 1, c'est l'ensemble des analyses et des préconisations. Le tome 2, c'est l'ensemble des contributions que nous avons reçues. Et si vous l'éditez en format papier, il y a plus de 1000 pages de contributions. J'insiste là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a sur le sujet une très forte mobilisation de très nombreux acteurs, et pas uniquement du secteur spécialisé dans le domaine du handicap, mais des acteurs de l'économie sociale, des agences régionales de santé ont fait des contributions, des conseils généraux ont fait des contributions. Je vous y renvoie, c'est très important parce que
c'est significatif de la diversité de la manière de voir le sujet. Donc on a un tome 1 qui résume le tout, on a un tome 2 qui permet au pouvoir public d'avoir une vision de la diversité des approches et des initiatives qui sont prises, et puis le tome 3, c'est l'ensemble des comptes rendus des visites que nous avons fait sur le terrain. Et ce que vous y trouvez, c'est ce que les organisateurs des visites ont élaboré comme compte rendu. Donc, ça n'a pas été évidemment ni censuré, ni résumé, ni quoi que ce soit. Ce qui fait que les pouvoirs publics disposent aujourd'hui d'un document qui leur permet d'avoir une vision d'ensemble de la problématique. Alors, tout est perfectible, mais c'est un outil pour la décision. Alors, le premier élément sur lequel je tiens à insister, c'est la question de la sémantique. Le choix des mots génère une tonalité. Le choix des mots suggère une démarche. Les deux ministres avaient, au moment de l'installation du groupe, décidé de l'appeler groupe vieillissement des personnes handicapées. Je leur avais dit, à mon avis, le groupe va contester le nom que vous lui donnez. Ça n'a pas manqué. Dès la première réunion, le groupe a dit « il faut que nous ayons recours à une terminologie positive. L'image du vieillissement dans notre société n'est pas positive. Ce n'est pas la peine de tourner autour du pot, elle n'est pas positive. » Ce qui fait que, après avoir réfléchi, débattu, en particulier à l'initiative des associations, on a décidé d'appeler ce groupe le groupe avancé en âge. En parlant d'âge, on ne néglige rien de la problématique du vieillissement, et en retenant le mot « avancé », on a voulu générer d'entrée de jeu une image positive du sujet. Vous savez comment on appelle la retraite en espagnol? Jubilación. Nous, la retraite, c'est plutôt... Bon. Les mots sont importants. Les mots sont importants. Donc, je vais vous parler d'avancée en âge des personnes handicapées. Le groupe n'a pas préconisé de plan. Il a retenu la notion de stratégie. Pourquoi? Parce que les plans, ils ne vont pas tous à leur terme. Et puis quand on commence à dire qu'on va les évaluer, c'est qu'on est sur le point de les enterrer. Vous pouvez croire un inspecteur général des affaires sociales. Et donc, on a retenu le mot stratégie, parce qu'il y a plusieurs acteurs, parce qu'il faut un objectif et parce qu'il faut créer de la synergie entre tous ces acteurs pour atteindre cet objectif. Alors, de quoi est faite cette stratégie? D'abord, il y a un certain nombre de constats à faire. Et ces constats portent sur les spécificités de l'avancée en âge de la personne handicapée. Ce matin, je ne pouvais malheureusement pas être là. D'ailleurs, je vous demande de m'excuser de ne pas avoir pu être là, mais j'ai été ô combien avec qualité remplacé, Jean. Le phénomène le plus important, c'est que l'ensemble de la population voit son espérance de vie s'allonger et nos concitoyens handicapés n'échappent pas à ce phénomène. L'espérance de vie des personnes handicapées s'accroît, comme pour le reste de la population. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à l'UNAPI comme directeur adjoint en 1981, l'espérance de vie d'une personne ayant une trisomie 21 était la moitié de ce qu'elle est devenue aujourd'hui. On peut multiplier les exemples. Et les personnes sévèrement handicapées n'échappent pas à ce phénomène. Donc, premier point, allongement de l'espérance de vie. Deuxième point, avec le temps, le handicap d'origine peut avoir tendance à se creuser, à s'accentuer. Et ensuite, du fait de l'avancée en âge elle-même, peuvent survenir des... Ah oui. Il faut que je reste là, en fait. L'avancée en âge des personnes handicapées... Les personnes handicapées peuvent connaître la survenue d'handicaps supplémentaires, mais qui sont liés à l'avancée en âge elle-même. Donc ça, ce sont les trois grandes particularités de l'avancée en âge des personnes handicapées. Alors, devant cette réalité, quelle stratégie retenir? Tout d'abord,
c'est un phénomène qu'il faut anticiper. Le premier maître mot de cette stratégie, c'est l'anticipation. Et l'anticipation le plus tôt possible. On a des outils pour ça. Il faut intégrer dans ces outils cette question de l'avancée en âge. Il y a le plan personnalisé de compensation. Ça implique la mobilisation et la compétence des maisons départementales des personnes handicapées. D'ailleurs, pour ne pas l'oublier, le groupe a préconisé qu'on enrichisse les outils d'évaluation d'une manière beaucoup plus précise que ça n'est le cas aujourd'hui de la question relative à l'avancée en âge des personnes handicapées. Donc, premier outil de cette anticipation, le plan personnalisé de compensation. Une parenthèse importante. La grande majorité des personnes handicapées dans notre pays vivent en milieu ordinaire, aspirent à vivre en milieu ordinaire, et la majorité des personnes handicapées qui avancent en âge aspirent à avancer en âge en milieu ordinaire. C'est un fait. Mais nous avons disposé de peu d'études et d'enquêtes épidémiologiques, sociologiques, etc. Il n'y a pas grand-chose sur le sujet de l'avancée en âge des personnes handicapées. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la politique du handicap dans notre pays, c'est logique d'ailleurs, pour des tas de raisons. Elle est avant tout inspirée par ce qui se passe en institution. Mais on ne peut, parce que ça, c'est visible, c'est évaluable, ça peut être piloté. La vie à domicile d'une personne handicapée, en dehors, par exemple, pas exclusivement bien sûr, mais pour connaître la substance de la vie de ces personnes, il y a en particulier les associations et les institutions d'aide à domicile. Elles étaient très présentes dans notre groupe de travail. Mais on a disposé de peu d'éléments d'appréciation objective. C'est une parenthèse, mais c'est une parenthèse importante pour les organismes qui ont la charge de l'identification de ce type de problématique. Et c'est une demande du groupe. Donc, anticipation, mais anticipation aussi bien dans le cadre de l'institution que dans le cadre de la vie ordinaire. Ça, c'est notre première étape. Notre seconde étape, c'est la prévention de l'installation du vieillissement et de ses compétences et de ses conséquences. Et pour ça, d'ailleurs, le groupe a largement dit, il y a d'ailleurs dans la salle un certain nombre de personnes présentes et qui ont participé aux travaux du groupe. Je les remercie d'être là et je les remercie des contributions qui ont pu être les leurs. Le groupe a mis en avant le fait que de manière adaptée, il s'agissait tout simplement d'appliquer aux personnes en situation de handicap les règles que l'on peut appliquer à la population ordinaire. Prévenir le vieillissement, c'est non pas l'empêcher. Vous avez entendu Jean-Pierre Aquino. Jean-Pierre Aquino, il vous a dit ce matin, je suppose, c'est une réalité inévitable qui se traduit par les mêmes caractéristiques. On perd des capacités. La seule différence, c'est que ça intervient selon les sujets à des âges différents et ça prend des formes différentes. Mais c'est un phénomène irréversible. C'est en cela d'ailleurs que les interventions de Jean-Pierre Aquino sont très optimistes. Et donc, j'ai bifurqué sur Jean-Pierre Aquino. Oui, c'est la prévention. Alors, il s'agit de recourir aux techniques qui sont suggérées pour l'ensemble de la population. Et notamment l'institution, ou l'aide à domicile, doit intégrer ça dans son accueil ou dans ses interventions. Il y a la question du régime alimentaire, il y a la question des activités physiques, il y a la question de la participation à la vie sociale, de la participation à la vie citoyenne. Ça, ce sont des éléments importants à introduire dans les différents outils que nous avons à notre disposition pour prévenir les effets du vieillissement. Dans ces outils, il y a, pour celles et ceux qui sont accueillis dans une institution ou qui sont accompagnés par un service spécialisé,
la question de l'avancée en âge doit être introduite et systématiquement et le plus précocement possible dans le projet individuel et dans le projet d'établissement. C'est une nécessité absolue. Donc, on anticipe, on prévient et on repère. On repère le moment où, ça fait toujours débat, mais où s'installe ce phénomène que l'on appelle aujourd'hui la fragilité. Il y a un moment où on sent qu'il y a un palier qui est franchi sous la forme d'une fragilité accrue. Et ça doit être repéré. Et une fois que c'est repéré, il faut accompagner. Et là, il y a eu une diversité de solutions. Le groupe a placé son travail derrière une sorte de ligne directrice qui consiste à dire la bonne politique du handicap, c'est celle qui consiste à apporter à la personne la réponse adaptée qui puisse évoluer et qui soit durable. Le reste, c'est de l'idéologie. Et ce à quoi aspire une personne en situation de handicap, c'est ça, d'avoir une réponse qui lui soit adaptée, qui puisse évoluer en fonction des changements de son état, de sa condition, et qui puisse être et qui soit durable. Il y a une chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais directeur général à l'UNAPI, c'est le nombre de fois où des parents me disaient, vous savez, Monsieur Goé, notre préoccupation la plus forte, c'est celle de ce qui va se passer après nous. Et d'ailleurs, beaucoup de parents me disaient, j'ose pas le dire, mais je souhaite lui survivre. Et ça m'a profondément marqué parce que c'est une constante dans les préoccupations. Et d'ailleurs, c'est une constante que l'on a rencontrée quand on a accompagné je vais dire un mot du film qui est très important dans le dispositif, quand on a décidé d'accompagner le rapport par un film. Et d'ailleurs, le film, vous l'avez vu en fin de matinée, c'est prégnant chez les parents ou chez les proches que vous avez pu entendre dans le cadre de ce film. Donc, l'accompagnement de l'avancée en âge va prendre des formes multiples. Pour certains qui travaillent, par exemple, dans un ESAT, il va y avoir une cessation anticipée d'activité. Donc, il faut organiser le temps qui n'est plus consacré à l'activité professionnelle. Vous avez des personnes handicapées qui, en raison de la spécificité de leur handicap, sont accueillies dans une structure d'hébergement. Elles vont y rester. Cette structure va devoir s'adapter aux besoins nouveaux de la population accueillie. Et parfois, ça prend la forme d'une médicalisation accrue. Vous avez des personnes qui, jusque-là, ont vécu dans un milieu plutôt ordinaire. Il va falloir songer au passage dans un milieu beaucoup plus protégé. Ça, il faut éviter la rupture. La question des ruptures dans le parcours de vie est extrêmement importante, surtout quand on atteint le palier de vieillissement. Et là, ce qu'il faut, c'est recourir à l'accueil temporaire. Et puis, il ne faut pas non plus oublier les besoins des aidants. Aidants familiaux, proches aidants, et aidants professionnels, les aidants familiaux notamment. Le groupe s'est beaucoup penché sur ce sujet. Les formules de répit sont utiles. Vous avez vu ce matin une expérience remarquable en Vendée et qui consiste dans l'accueil sous le même toit, mais avec des vies organisées de manière complémentaire, mais pas commune, de parents très âgés et d'enfants âgés. Vous avez vu aussi ce matin dans le film, c'est le grand mérite du film, c'est de présenter une panoplie de réponses pour un ensemble de handicaps. Vous avez vu aussi ce matin le voisinage. D'ailleurs, les directrices sont intervenues dans le cadre de la table ronde. J'y tenais absolument, j'ai été beaucoup impressionné par ce que j'y ai vu et entendu. Ce voisinage entre un EHPAD ordinaire et la MAFA. C'est très important. Il n'y a pas de solution unique
Il faut de la diversification. Alors, j'évoquais l'EHPAD. Le groupe a été assez réticent sur l'accueil en EHPAD. Il a été plutôt réticent. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de... Alors, il y a des expériences réussies. Et il ne s'agit pas de faire le procès de l'EHPAD. Mais il y a des questions lourdes autour de l'accueil en EHPAD. D'abord, il faut que l'EHPAD soit accessible. Ensuite, il faut que la formation du personnel permette à cet EHPAD de répondre aux besoins particuliers, aux spécificités des personnes handicapées qui peuvent y vieillir. Il y a une différence dans la moyenne d'âge d'accès à l'EHPAD. Quand j'étais directeur général à l'UNAPI, j'avais accompagné une expérience dans la banlieue parisienne. Il y avait 3 personnes handicapées mentales qui avaient été accueillies dans un établissement ordinaire, à l'initiative d'une famille, la famille Darty, qui était concernée par le handicap. On avait fait cette expérience et très vite, on s'est aperçu que, d'abord, la moyenne d'âge des 3 personnes handicapées accueillies se situait entre 60 et 65 ans. Par contre, la moyenne d'âge du reste des résidents était entre 80 et 85 ans. 20 ans de différence. Eh bien, une des personnes handicapées était devenue la mascotte de l'établissement, l'autre était devenu le bouc émissaire, pas très facile à vivre, et puis le troisième vivait dans l'indifférence la plus totale. Donc j'ai demandé que l'on arrête cette expérience. Parce que, alors en plus à l'époque, on avait certainement pas suffisamment progressé sur l'étude, les expériences, etc. Mais, encore une fois, le groupe a émis des réticences sur cette question, d'autant qu'en plus, dans les EHPAD, on rencontre beaucoup de personnes atteintes de maladies Alzheimer ou apparentées, etc. Donc ça pose, c'est pas si facile que ça. Donc voilà, pardon. Voilà donc la stratégie qui est suggérée. Alors le groupe aurait pu s'arrêter là, en disant bon ben voilà, nous selon nous, voilà la stratégie à adopter pour atteindre notre objectif qui est le meilleur accueil, le meilleur accompagnement possible de la personne en situation de handicap qui vieillit. Mais le groupe a réfléchi aux conditions à réunir pour que ça marche. Et avant de conclure, je vous indique ces conditions. Premièrement, le groupe s'est posé la question de la visibilité des réponses susceptibles d'être trouvées. Puisqu'on parle de réforme territoriale, ayons bien présent à l'esprit, notamment sur le plan social, cette problématique-là. Mettons-nous un instant à la place de parents qui vieillissent et qui ont des enfants handicapés qui vieillissent également. Mettons-nous à leur place. Comment peuvent-ils trouver une réponse à la question « j'ai droit à quoi, vers qui je dois me tourner, quelles sont les solutions que je peux avoir ?» C'est le bazar. C'est le bazar. Vous êtes devant un département, qu'est-ce que vous observez? Il y a une MDPH, il y a peut-être même l'embryon d'une MDA, il y a la Maya, il y a le CLIC, il y a le territoire de santé. Si vraiment il y a matière à faire de la réforme territoriale, et je crois qu'il y a matière à faire, il ne faut certainement pas négliger la dimension sociale, et le premier impératif, c'est la simplification. Ces systèmes-là n'existent pas pour celles et ceux qui sont prestataires. Ces systèmes-là existent pour les citoyens qui sont concernés par un problème. Notre pays pêche en la matière. Ce n'est pas faire le procès de la qualification et de la bonne volonté et de la réussite des acteurs. C'est une réalité. Donc la première des choses qu'il faut faire, c'est simplifier les procédures. Quand vous pensez que, quand vous êtes trisomique, il faut qu'à peu près tous les 5 ans, vous alliez attester que vous l'êtes bien toujours. Si ça, c'est pas une connerie, bon, et je prends un exemple caricatural, mais voilà, bon, il faut simplifier les procédures. Le président de la République de l'époque, qui avait fait de la question du handicap une de ses priorités, Jacques Chirac, nous avait dit, il nous avait posé 2 questions. Qu'est-ce qu'on fait?
on rafistole la législation ou on en fait une autre. Alors il y avait deux écoles. Il y avait l'école des réalistes qui disait, écoutez, étant donné le contexte, sur le plan économique, est-ce qu'on sera en mesure de tenir les promesses que l'on est susceptible de faire? Donc cette école disait, il faut tirer les leçons de la mise en œuvre de la loi 75 et l'améliorer. Et puis il y avait une deuxième école, dont j'étais, qui disait, bon, certes, il y a une inconnue sur la capacité de l'économie, dans les années qui viennent, à nourrir un système social approfondi, rénové. Mais, dans ce secteur, on a besoin d'une loi de société. On a besoin d'une loi qui repose sur des paradigmes clairs. Et si, un jour, la situation se tend, eh bien, le citoyen qui n'obtient pas satisfaction dans ce que la loi lui donne, il pourra le dire au juge. Je considère que la société à laquelle j'appartiens n'est pas tenue à une obligation de moyens, mais à une obligation de résultats. C'est toujours la même problématique, et c'est cette seconde approche qui finalement a été arbitrée et retenue. Alors, je disais tout à l'heure que, pour terminer sur cette parenthèse, mais qui est importante, parce que la question de l'avancée en âge, il faut y répondre, en particulier en s'appuyant sur le paradigme porté par la loi de 2005. Donc on avait parlé de simplification. Deuxième réponse, il faut de la proximité dans les décisions qui sont prises. Et ça nous a conduit à la création des maisons départementales des personnes handicapées, MDPH. Et puis, troisième élément, de l'équité. Autre leçon que j'ai tirée de mon métier de directeur général à l'UNAPI, c'est, pour les parents d'enfants handicapés, pour les personnes handicapées elles-mêmes, le côté insupportable d'une justice résultant de décisions de la société alors qu'ils sont déjà victimes d'une injustice d'ordre naturel. Il y a ce refus de l'injustice. Et donc, la troisième priorité, c'était l'équité sur l'ensemble du territoire national. Et c'est largement cette idée-là, tant en direction des personnes âgées qu'en direction des personnes handicapées, qui nous a conduit, ce n'a pas été la seule raison, étant donné le contexte de 2003, mais qui nous a conduit à créer la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. D'ailleurs, il y a un de ses directeurs qui est là et que je salue. Ça va ? J'en ai bien parlé de la CNSA, oui. À peu près, hein, il y a encore des choses à dire. J'en étais où, là ? Les conditions à réunir. Les conditions à réunir. Donc, pour revenir à ce que je développais avant ma parenthèse, la première des nécessités, c'est de conduire à la mise en place d'un système et de procédures simplifiées. Et je faisais état de beaucoup d'acteurs. C'est inévitable qu'il y ait beaucoup d'acteurs, mais il y a un problème de coordination entre ces acteurs. Ça fait des siècles que nous, les Gaulois, on essaie de se coordonner. C'est quand même pas ce qu'on réussit le mieux. Et d'ailleurs, quand on a décidé de créer des postes de coordonnateurs, en règle générale, on crée des postes de coordonnateurs. Et quand vous siégez à l'intérieur d'une structure qui a pour vocation de coordonner, vous vous apercevez très vite que les interventions des uns et des autres consistent à rappeler ce que l'on a à faire afin de s'assurer que l'autre ne vienne pas le faire à sa place. Donc, ce que le groupe suggère, c'est que surtout, on introduise dans les procédures et dans la formation, je parlerai de la formation après, les techniques de la coopération. Il faut de la coopération entre tous les acteurs. Ça suppose d'avoir un matelas commun de connaissances et d'approches. Ça suppose de partager des techniques communes et ça nous conduit directement à la question de la formation. Et le groupe s'est beaucoup penché sur la question de la formation professionnelle, initiale et continue. Il a même créé un sous-groupe et je salue le rôle éminent qu'a joué Maurice Beccari dans cette dimension de nos réflexions. La question de la formation, avec un certain nombre d'idées que vous retrouverez dans la partie qui y est consacrée dans le rapport,
avec l'idée qu'il faut faire de la formation sur site, il faut faire de la formation d'équipe, il faut faire de la formation à la conduite du changement, il faut y inclure des bénéficiaires de ce qui est fait, parce qu'au fond, ceux qui sont les plus à même de valider objectivement une formation, c'est ceux qui sont concernés. Bref, vous trouverez dans le rapport tout un développement autour de la question de la formation. Donc, la coopération, la formation. J'ai tenu à ce que l'on développe 3 questions particulières. D'abord, la question du handicap psychique. Dans la table ronde qui va suivre maintenant, on a une participation notamment de l'UNAFAM sur le sujet. Vous trouverez un chapitre sur le handicap psychique et les spécificités du vieillissement chez la personne handicapée psychique. Vous trouverez aussi un chapitre sur l'avancée en âge des personnes sévèrement handicapées. Elles aussi, leur espérance de vie s'allonge, mais avec des besoins spécifiques, l'alourdissement des besoins. Et j'ai des amis dans la salle qui m'expliquaient tout à l'heure, je connais bien leur fils, qui m'expliquaient qu'il y a des pathologies qui s'aggravent, mais qui s'aggravent très lourdement, très lourdement. Donc vous avez un chapitre sur ce sujet-là, et puis vous avez un chapitre sur le vieillissement des personnes porteuses de handicap résultant de pathologies qui suscitent une prévalence très forte de certaines maladies, comme par exemple la trisomie 21 pour la maladie d'Alzheimer. Vous avez une très bonne recherche, de très bonnes études qui sont faites sur le sujet dans le cadre de la région Aquitaine. Donc vous trouverez aussi un paragraphe, un chapitre là-dessus. Et puis on s'est préoccupé, pour terminer, on s'est préoccupé de questions éthiques et déontologiques. Le handicap, c'est une affaire avant tout culturelle dans une société. Et c'est un point que l'on a développé, et ce que le groupe suggère, il le suggère d'autant plus qu'il n'a pas hésité à traiter en particulier de la question de la fin de vie. Vous trouverez aussi des éléments sur la fin de vie. C'est, en matière d'éthique et de déontologie, c'est la recherche de la compréhension de la personne et de son assentiment pour ce qu'on lui propose. C'est fondamental. C'est fondamental. Et ça, c'est un écho au paradigme de la loi de 2005. Le maître mot du titre de la loi de 2005, c'est le mot participation. Jusqu'en 2005, on considère que le rôle de la puissance publique, le rôle de la collectivité, c'est d'apporter les moyens d'accomplir les actes essentiels de la vie. Alors on crée pour ça des instances, vous vous souvenez, les CDES, les Cotorep, des instances qui sont techniquement en capacité d'évaluer, elles évaluent. Et puis elles décident ce qui est bon pour la personne et elles le lui accordent. Ce dispositif-là a constitué en son temps un très grand progrès. Il ne s'agit pas d'en faire le procès. Mais le législateur de 2005, il dit qu'en plus, le handicap peut être une cause d'obstacle à l'accomplissement de soi, à la réalisation de ses aspirations. Et donc, la loi de 2005, perfectible, vous savez, c'est comme n'importe lequel d'entre nous, le jour où on est né, dans l'heure qui a suivi, on commençait à vieillir. Eh bien, une loi, elle est promulguée, dans l'heure qui suit, elle commence à vieillir. Hein. Bon. Mais ce qu'elle a légué, ce qu'elle lègue d'essentiel, c'est l'affirmation que la personne handicapée est un sujet de droit, qui doit pouvoir, dans toute la mesure du possible, parce qu'il faut être réaliste, participer à ce qui la concerne et à ce qui concerne la vie de la collectivité à laquelle elle appartient. C'est fondamental, et ça vaut aussi pour les personnes âgées, et tout particulièrement pour les personnes handicapées qui avancent en âge. Ça, c'est le message culturel, éthique du travail que nous avons accompli. Je n'ai pas traité de l'ensemble du sujet, je me l'interdis pour que vous ayez encore de l'intérêt à aller lire l'intégralité du rapport, mais je suis tout à fait prêt à répondre aux questions que vous pourriez avoir à soulever et je vous remercie de votre attention.
Allez. Oui, monsieur. Ah, il y a peut-être un système de micro. Je vais peut-être donner à quelqu'un le micro, et, parce que je vois qu'il y a une main qui se lève. Et puis, moi j'en ai ici. Hein, Allô. Oui, bonjour. Frédéric Vorzignac. Donc je suis paraplégique. Je travaille à la mission handicap de Clichy. Donc je suis et j'ai 58 ans. Donc je suis concerné et impliqué. Vous connaissez la différence entre concerné et impliqué? Dans les œufs au jambon, la poule est concernée, le cochon est impliqué. Je voulais vous dire, je ne veux pas prendre la parole très longtemps, mais je voudrais parler d'universalité et d'autonomie. Je crois qu'une personne handicapée, par rapport à une personne vieillissante et qui va devenir certainement pluri-handicapée, est en fait une personne âgée précoce. Moi, je suis devenu handicapé il y a 7-8 ans. Je vois des jeunes qui sont en fauteuil comme moi, qui sont en fauteuil depuis 10 ou 15 ans, à qui c'est arrivé il y a 10 ans. Ils sont extrêmement précoces par rapport à moi. Ça veut dire que quand on voit une personne valide et qui va devenir, à un moment donné, d'une certaine manière, handicapée, soit visuelle, soit... Je pense à une personne sourde, par exemple. Il est fort à parier que la personne, quand elle va devenir sourde suite à vieillissement, sera beaucoup plus et beaucoup moins autonome, aura beaucoup plus de difficultés à communiquer qu'une personne qui est sourde depuis longtemps. Et donc, je voulais déjà dire qu'une personne handicapée, vous dites, et le sujet est très important, vous parlez du vieillissement et de comment on va accueillir ces personnes handicapées, mais on peut aussi inverser en disant que les vieux deviennent handicapés aussi. Hein. Donc, et tous, et c'est universel. Toutes les personnes vont devenir handicapées. Il y a un rapport de l'ONU qui dit que 10,7% des citoyens du monde occidental, chaque citoyen du monde occidental passera 10,7% de sa vie en situation de handicap. Donc, je parle du côté universel. Sur l'aspect universel, pourquoi j'en parle? Parce que simplement, au jour d'aujourd'hui, on est sous la législation du handicap. J'ai beaucoup de respect pour Madame la nouvelle secrétaire d'État et pour les députés et les personnes qui se battent, mais aujourd'hui, c'est un sujet sociétal, le handicap, c'est un sujet sociétal qui concerne tout le monde et qui est aujourd'hui, au niveau du gouvernement, appliqué à un niveau de secrétariat d'État. C'est ça que je voulais dire. La deuxième chose, vous avez parlé des MDPH et ce matin, on a parlé du fameux seuil de 60 ans. Vous voyez, où quand on tombe handicapé après 60 ans, ben, dommage, à un mois près, on a été handicapé, on avait plus de facilité, mais là, c'est un mois trop tard. Vous parlez de la simplification du portefeuille administratif et des normes. Bon, moi aussi, j'ai ma petite histoire. Tous les 6 mois, on me demande si je marche. Hein. Bon, il y a environ, je pense, c'est de l'ordre du millionième personne handicapée en fauteuil qui marche. C'est juste le prix d'un timbre et c'est pas ça qui simplifie l'administration. Ce qui simplifie l'administration, c'est de considérer que même quand vous avez pour les parents, par exemple, les éducations, etc., c'est toutes ces strates de 18 à 20 ans, je ne peux plus garder mon enfant en institution, en IME, etc., parce qu'il a atteint la limite d'âge, etc. Donc toute l'organisation administrative est structurante, et c'est là où est le portefeuille. Des coordinateurs, vous l'avez dit, on va arriver à des coordinateurs de coordinateurs. Des coordinateurs, il y en existe plein. Il y en a plein. Il y a l'inspecteur, l'enseignant référent dans chaque ville pour les machins. Il y a le CLIC est un coordinateur. Les missions handicap sont des coordinateurs. Vous parlez de formation. Très bien, les formations. Vous parlez de changer le regard sur la société. Très bien. Moi, j'ai tout ça. Et en plus, je suis compétent. Mais je suis face à une administration qui est complètement démente. Pourquoi structurer je veux dire, on travaillerait dans le privé. On dirait, le client est roi. Pas de personnes handicapées, pas de service, pas de clic, pas d'institution, etc. Mettez dans vos structurations, cassez cette administration. Pourquoi, et là j'en terminerai ici, et là ce sera ma question, c'est pourquoi, c'était prévu dans la loi de 2005, pourquoi les MDPH ne sont pas encore venus des maisons de l'autonomie. C'est l'autonomie
qui génèrent le besoin d'aide, et ce n'est pas l'âge qui génère ça. On parle de multigénérationnel, donc voilà, je voulais juste dire qu'au niveau des principes, c'est l'administration qui déconne. C'est sa organisation. Merci pour cette... Merci pour cette intervention. Il se trouve que la question que vous soulevez est dans le rapport. Elle est dans le rapport parce que, pour deux raisons. La première, c'est que tous les acteurs de la problématique que vous venez d'énoncer étaient autour de la table et qu'en plus, la réflexion a été menée au moment où il y avait tout le débat sur l'éventuel passage de la MDPH à la MDA. Alors, j'ai fait l'économie dans mon propos introductif d'en parler, mais je vous remercie de me poser la question. La question que vous soulevez, elle est d'ordre culturel et institutionnel, et concrète. Le groupe s'est posé la question de savoir si, ou plus exactement, le groupe a considéré qu'il était légitime, je vais prendre le sujet par ce bout-là, qu'il était légitime qu'un département qui a à conduire la politique en direction des personnes âgées, ce qu'il souhaitait, qui a, depuis 2005, à conduire une partie de la politique du handicap, c'est-à-dire la compensation personnalisée, ce qu'il n'avait pas demandé, le groupe à l'époque, le groupe a considéré que c'était légitime d'entendre les départements lorsqu'ils disent « mais il y a inévitablement des points de convergence entre ce qu'une personne qui connaît des phénomènes de dépendance liés à son avancée en âge, bien qu'il s'agisse d'une personne ordinaire, entre guillemets, et les besoins d'une personne handicapée, il y a des points de convergence, il y a des besoins similaires, il y a des choses qui peuvent être mutualisées. » Donc la question a été posée. Et dans la conclusion du rapport, vous avez toute une liste d'arguments qui plaident pour la convergence et toute une série d'arguments qui plaident pour la non-confusion entre le vécu des uns et le vécu des autres. Ce qui fait que le groupe, dont ce n'était pas la feuille de route, a considéré qu'il avait le devoir de contribuer au débat qui s'était engagé sur le sujet. Et ce qui signifie aussi que des avancées, selon moi, mais là, je m'avance à titre personnel et d'expert. Je peux me considérer comme tel. Je considère qu'il y a des avancées institutionnelles à réaliser. Et je pense qu'il faut passer d'une politique populationnelle à une politique thématique autour d'une réalité et d'un besoin de société, celui que génère la perte ou le manque d'autonomie, qu'il soit inné ou acquis. Et je pense qu'il faut que notre pays s'engage résolument, compte tenu de l'avancée en âge de sa population, l'allongement de son espérance de vie, s'engage résolument dans la voie d'une politique de l'autonomie. Que la structuration gouvernementale et l'organisation administrative doivent en tirer toutes les conséquences, que ce soit au niveau national ou au niveau de la collectivité locale à qui est aujourd'hui et sera demain attribuée la question de ces politiques-là. C'est exact. Et en plus, c'est tout à fait conforme à l'esprit qui a présidé à la législation de 2005. On n'est pas allé jusqu'au bout de la logique de 2005. On va parler vrai. Quand on regarde le texte, je parle sous votre contrôle, le contrôle de la présidente du CNCPH, j'ai cru comprendre que dans l'expression du CNCPH, il y a des regrets qui s'expriment sur aujourd'hui. Il n'y a aucune raison de ne pas penser que ça sera différent demain. Mais aujourd'hui, l'insuffisante prise en compte de la problématique du handicap dans la législation sur l'adaptation de la société au vieillissement. Mais j'ai insisté sur le fait que les deux ministres, celle en charge des personnes handicapées, celle en charge des personnes âgées, à l'origine étaient derrière l'existence de ce groupe. Mais, tout à fait logiquement, de par l'organisation institutionnelle d'aujourd'hui, la ministre qui a la main sur la question de l'avancée en âge, c'est la ministre en charge des personnes âgées.
Ce n'est pas la ministre en charge des personnes handicapées. Le résultat, c'est que, si on y prend garde, on aura un texte pour le vieillissement général de la population et éventuellement, pour l'instant, il n'y a rien qui se décide de vraiment authentique, des éléments qui seront plus particulièrement destinés à la politique du handicap. Alors, dans la salle, il y a des regards étonnés. Si vous pouviez voir la salle, il y a des regards étonnés. Car il y a aussi dans le monde associatif, avec des arguments qui se défendent, une opposition à cette convergence. Et à l'époque du débat, on va parler vrai, à l'époque du débat autour de la création des maisons départementales de l'autonomie, débat dur, il y a eu une prise de position associative majoritaire contre. Pas la peine de tourner autour du pot. Donc, je pense que c'est un sujet qu'il faut reprendre. Vous avez dit que vous étiez compétent. Vous êtes, vous et celles et ceux qui, au titre de l'avancée en âge ou du handicap, sont concernés, sont pleinement légitimes pour dire ce qu'ils attendent en matière d'organisation de la part de la société. Et pour ma part, je pense, c'est une formule, après il faut voir comment on concrétise les choses, mais je pense que la politique du vieillissement doit être une et qu'à l'intérieur d'elle-même, on doit prendre en considération un certain nombre de spécificités, mais elle doit être une. Et c'est au fond c'est la conclusion que vous tirerez quand vous aurez lu le tome 1 du rapport. Mais quand vous lirez les contributions du tome 2, vous verrez qu'il y a de très fortes divergences sur le sujet, de très fortes divergences, avec des arguments qui vont dans un sens ou qui vont dans un autre. En tout cas, la suite que l'on peut donner à votre question, qui me paraît être une question clé pour la réalité des politiques de demain. Parce qu'en plus, on ne va pas se la farder, la société voit réduire aujourd'hui les moyens qu'elle peut dégager pour répondre à ce défi qui lui est jeté. Je pense, moi, qu'il faut résolument réfléchir, sans arrière-pensée, sans souci de territoire, etc., à cette question de la convergence. En ne confondant pas les phénomènes. Le capital d'autonomie résiduelle n'est pas le même pour une personne qui a souffert, qui a connu un handicap de très longue durée et une personne qui a eu toute une étape de vie autonome. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas vécu de la même manière. Ces nuances humaines sont à prendre en considération, mais rien n'interdit de l'installer dans une politique globale. Et souhaitons qu'on y parviendra, non pas parce que les contraintes nous y obligeront, notamment les contraintes financières, souhaitons que l'on y parvienne parce qu'on aura suffisamment réfléchi à temps et anticipé les choses. Par conséquent, je vous rejoins dans la conclusion qui a été celle de votre propos et que vous allez retrouver dans le tome 1 du rapport. Bon, il y a une autre question ? Non, il n'y a plus de question. Qu'est-ce que c'est maintenant ? La table ronde.